Bonjour. Donc, cette vidéo est à destination au départ des élèves de 3e 5 du Collège Évariste Galois à Nanterre. Comme elle est publique, bien évidemment, elle peut être consultée par tout le monde et en particulier par tous les collégiens pour préparer leur DNB. Voilà. Donc, dans le thème 2 du programme d'histoire, le monde depuis 1945, je vais aborder maintenant le chapitre 6 qui s'intitule « De la décolonisation aux nouveaux États ». Alors, la problématique que l'on peut poser par rapport à ce chapitre, c'est dans quelles conditions les colonies d'Asie et d'Afrique accèdent-elles à l'indépendance? Alors, pour ça, il faut d'abord faire un petit retour en arrière, parce que cette décolonisation, en réalité, n'est pas la première que le monde ait connue. Les colonies espagnoles et portugaises, qui ont été établies essentiellement en Amérique du Sud et en Amérique centrale au moment des grandes découvertes, c'est-à-dire au XVIe siècle, étaient déjà devenues indépendantes au début du XIXe siècle, entre les années 1810-1830. Tous les États sud-américains et d'Amérique centrale étaient devenus indépendants. Une deuxième vague de colonisation a eu lieu à la fin du XIXe siècle. Certaines colonies étaient un tout petit peu plus anciennes, comme par exemple l'Inde, colonie britannique, ou le Sénégal, colonie française, mais le gros de la colonisation d'Afrique et de l'Asie du Sud date de la fin du XIXe siècle. C'est ces colonies-là qui vont acquérir leur indépendance après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, quel lien y a-t-il entre la Seconde Guerre mondiale et cette décolonisation? Eh bien, je dirais qu'il y a deux types de liens. D'abord, c'est évident que les États européens ont prouvé leur faiblesse, ont prouvé leur difficulté à maintenir l'ordre dans le monde. En particulier, par exemple, le Japon, pendant la guerre, a réussi à chasser la France des colonies françaises d'Indochine. Ça, on va dire, c'est une question de rapport de force. L'Europe montre sa faiblesse. Et les deux grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, États-Unis et Union soviétique, sont en conflit, mais sont moins d'accord sur une chose, c'est qu'ils ne sont pas favorables aux colonies. Alors, évidemment, on pourrait leur faire remarquer, tout à fait justement d'ailleurs, que les États-Unis et l'URSS contrôlent des États qui sont en fait indépendants formellement, c'est-à-dire qui sont officiellement indépendants, mais qui en réalité dépendent des décisions des États-Unis et de l'Union soviétique. C'est vrai, mais dans les années 40, 50, 60, il reste que les colonies peuvent faire appel à l'aide ou bien de l'un ou bien de l'autre des grandes puissances contre leur métropole. La deuxième chose aussi, c'est que la lutte contre le nazisme, le fascisme, l'impérialisme japonais, eh bien, entraîne, si l'on veut, un progrès de l'idée qui existait déjà du droit des peuples à décider d'eux-mêmes. Il est compliqué d'imposer sa présence à des États alors que l'on vient de se battre finalement au nom de la liberté. C'est particulièrement le cas, par exemple, on peut le voir très bien avec la France, hein, quand la France libre combat aux côtés des Alliés, il faut bien comprendre que plus de la moitié des soldats de la France libre eh bien, sont des soldats en réalité africains. C'est-à-dire qu'en fait, la France a pu reconquérir une place importante à l'échelle mondiale en 1945, en réalité, grâce à la contribution des soldats du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. Et ça, ce qui va se passer, c'est que ces soldats vont demander leurs droits. Et la France ne pourra pas leur donner. On pourrait dire ne voudra pas, on peut dire ne pourra pas. Ça, c'est sujet d'une sorte d'analyse qu'on peut faire historique. Là, le fait brut, c'est qu'elle ne leur donnera pas. Et c'est la même chose pour tous les États colonisateurs. Ils ne donneront pas les droits que réclament
les coloniser. Voilà, c'est dans ces conditions-là que se met en place ce mouvement très puissant vers l'indépendance. Alors, les premières décolonisations ont lieu en Asie, avec en 1947 l'accès à l'indépendance de l'immense colonie anglaise des Indes britanniques, ce qu'on appelle parfois le Raj, R-A-J. Alors, dès que les Britanniques cèdent le pouvoir, le sous-continent indien se divise en deux, avec d'un côté ce qu'on appellera l'Inde, c'est-à-dire en fait l'Union indienne, et d'un autre côté le Pakistan, sur des bases religieuses. L'Union indienne étant majoritairement de confession, de religion hindouiste, tandis que le Pakistan est majoritairement de religion musulmane. Et en particulier, le dirigeant pakistanais Jinnah pense qu'il y a tellement de différences qu'il est impossible de vivre ensemble. Parmi les premières décolonisations asiatiques, on a aussi donc l'Indochine française. Il y a une confrontation armée qui ne dure pas très longtemps et qui finit par aboutir à des accords accordant l'indépendance au Laos, au Cambodge et au Vietnam dans les années 1950. Mais la grande époque des décolonisations, c'est les années 60, avec en particulier toute l'Afrique française. L'ensemble des colonies françaises d'Afrique deviennent indépendantes, et ça en fait beaucoup. Il y en est de même des colonies britanniques d'Afrique, mais attention, la colonisation n'est pas tout à fait terminée, puisque par exemple les colonies espagnoles et portugaises n'accèdent pas à l'indépendance dans les années 60. Il faudra attendre les années 70. Parallèlement à ce mouvement de décolonisation, les nouveaux pays indépendants choisissent, pour un certain nombre d'entre eux, de ne s'aligner ni sur l'Union soviétique, ni sur les États-Unis. Et la conférence de Bandung en Indonésie en 1955 marque la naissance de ce qu'on a appelé le tiers-mondisme, c'est-à-dire la naissance d'une idéologie, d'une pratique, d'une coopération entre États pour essayer de faire poids dans le monde et ne pas être obligé de suivre ou bien le modèle occidental ou bien le modèle soviétique. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de ce chapitre sur les décolonisations, je pense que c'est d'abord le fait que les décolonisations concernent l'Afrique et l'Asie. Les décolonisations américaines ont déjà eu lieu. Ensuite, il faut retenir que la Seconde Guerre mondiale a joué un rôle important sur deux plans. D'abord, en affaiblissant les métropoles, en affaiblissant les pays colonisateurs, et ensuite, en donnant l'idée de la liberté de chaque peuple à disposer de lui-même, ce qui rendait difficile de défendre les colonies. Ces deux éléments sont très importants. Et les peuples colonisés demandent d'abord l'égalité des droits, ils ne l'obtiennent pas, donc étape suivante, ils demandent l'indépendance. Ils l'obtiendront, disons, en gros, entre 1947, l'indépendance de l'Inde, et 1974, par exemple, l'indépendance des colonies portugaises. D'accord ? Et la chronologie à repérer, c'est d'abord l'Asie, ensuite l'Afrique française et britannique, et en dernier lieu, l'Afrique espagnole et portugaise. Voilà. Le mouvement du non-alignement, il est important dans ce contexte parce que, évidemment, les colonies ayant été indépendantes, étant très fières de leur liberté, n'ont pas envie de devenir tout de suite des sortes de, non plus colonies, mais on va dire quasi-colonies, c'est-à-dire de pays dépendants, de pays qui doivent obéir à un autre pays, en l'occurrence les États-Unis et l'Union soviétique. Voilà, je vous remercie.